L'Ukraine dément la capture de Bakhmout revendiquée par la Russie qui assure de son côté contrôler la totalité de cette ville de l'Est ukrainien. Les combats se poursuivent au Soudan malgré la promesse d'une trêve. Elle doit entrer en vigueur ce lundi soir. Le pape appelle la communauté internationale à aider à mettre fin à la guerre. Large victoire pour la droite conservatrice en Grèce lors des législatives. Le parti du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis obtient 40% des voix. L'Europe présente au Festival de Cannes en soutenant 14 films dont 4 pour la Palme d'Or. Le commissaire européen Thierry Breton est sur place. La télévision russe affirme officiellement que des mercenaires de Wagner, avec le soutien des troupes russes, se sont emparés de la ville ukrainienne de Bakhmout, avec à l'appui cette vidéo montrant des soldats du Kremlin célébrant la prise de la ville. Mais de son côté, le président ukrainien certifie que ses troupes mènent des contre-attaques à Bakhmout et en dément la capture. Sa ministre de la Défense confirme. Selon elle, les forces de Kiev ont encerclé partiellement Bakhmout, rendant très difficile la présence russe dans la ville. Sur le terrain, en revanche, des militaires ukrainiens disent eux n'en contrôler plus qu'une partie insignifiante. Difficile à l'heure actuelle d'avoir des informations précises. Seule certitude, la guerre semble loin d'être terminée. Kiev dit préparer une contre-offensive d'ampleur forte du soutien occidental militaire et diplomatique. Un soutien encore renforcé à Hiroshima au Japon lors du sommet du G7. Сьогодні в неділю тут, в Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи Великої Сімки. Українська тематика центральна, шана до всіх українців, особливо дякую Сімці. Lors du G7, Volodymyr Zelensky a notamment obtenu la promesse américaine de nouvelles livraisons de munitions, d'artillerie et de véhicules blindés qui s'ajoutent au feu vert de Washington à la fourniture des avions de combat F-16. Le président ukrainien admet cependant que son pays a besoin de plus de temps pour mettre en œuvre sa contre-offensive destinée à reprendre aux Russes les territoires qu'ils occupent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réuni avec certains de ses plus grands alliés ici à Hiroshima. La présence du dirigeant ukrainien souligne la centralité de la guerre pour le bloc des démocraties riches du G7. Zelensky a pu voir le président américain Joe Biden annoncer une nouvelle aide militaire et jeter les bases d'un éventuel transfert d'avions de combat de fabrication américaine vers l'Ukraine. En marge du sommet, Zelensky a rencontré le Premier ministre indien, Modi, leur première réunion depuis le début de la guerre. L'Inde est un acheteur majeur d'armes et de pétrole russe et a évité la condamnation de l'invasion russe. L'Inde et le Brésil sont restés non alignés dans la guerre et cela ne semble pas avoir changé. Et il n'y a même pas eu de rencontre ici avec le président brésilien Lula da Silva. La présence de Zelensky a volé peut-être une partie de la vedette à d'autres priorités, notamment les problèmes de sécurité en Asie et l'aide aux pays en développement. Le Premier ministre japonais Kishida avait souhaité que le désarmement nucléaire soit au centre des discussions. Il a emmené 2 fois les dirigeants visiter le parc de la paix ici, dédié aux dizaines de milliers de personnes qui sont mortes lors de la première explosion de bombes atomiques en temps de guerre au monde. Certains survivants de l'attaque américaine de 1945 craignaient que l'inclusion de Zelensky au sommet n'ait éclipsé cette priorité. Philip Crowther, Euronews, Hiroshima. I think this decision from the Duma nowadays to completely withdraw from the CFE is really a sign that there's no return to the security architecture that we knew back in the 90s. The CFE treaty was very, very consequential in ending the Cold War. The treaty had very clear obligations on the equipment that we were storing, on the balance of conventional forces, and it also allowed for things like inspections. Russia basically refused to comply with some obvious treaty obligations. They did not withdraw troops from Georgia and Moldova in particular, and they stationed troops there in violation of treaty provisions. The reason really why Russia suspended in 2007 was because US plans to establish military bases in Bulgaria and Romania. The United States clearly mentioned that these bases would not be permanent. They were temporary, and under CFE treaty conditions, this is allowed.
However, Russia was accusing the United States for these bases to be permanent. Russia withdrawing formally from the CFE treaty is just a formality. It's just a piece of theater. In effect, it's meaningless. Putin is pretty much communicating to us, the Cold War is back, and I will be treating you as my enemies. He wants to say that, you know, us helping out Ukraine is not acceptable to Russia. That means that Ukraine is our enemy, and so are you. And you should all fear that. Au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur ce lundi soir. Mais pour l'heure, les violents affrontements se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. L'armée soudanaise résiste notamment à la tentative des forces de soutien rapide d'avancer vers sa principale base aérienne près de la capitale, Khartoum. Cette nouvelle trêve a été obtenue sous l'égide de médiateurs américains et saoudiens. Reste à voir si elle sera respectée. Les deux camps s'y sont engagés, mais en plus de 5 semaines de guerre, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis. Ils ont aussitôt été violés. Ce dimanche, au Vatican, le pape François a appelé la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour alléger les souffrances de la population au Soudan. Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze. Non abituiamoci alla guerra, per favore. Depuis le 15 avril, la guerre a fait 1 millier de morts au Soudan et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Et si elle se poursuit, avertit l'ONU, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient se réfugier dans les pays voisins qui redoutent une contagion. La plupart des Soudanais, ceux qui n'ont pas pu fuir, n'ont plus ni eau ni électricité. L'émissaire de l'ONU au Soudan doit s'adresser ce lundi au Conseil de sécurité. Large victoire pour la droite conservatrice en Grèce lors des élections législatives. Le parti Nouvelle Démocratie du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis termine en tête du scrutin avec 40% des suffrages, mais sans obtenir de majorité absolue. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει τις επιταγές του συντάγματος. Μιλώντας όμως σε οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. Μίλησε για επόμενες εκλογές, είπε ότι ο αγώνας αρχίζει από αύριο κιόλας και είπε επίσης ότι η κάλπη αυτή θα επιβεβαιώσει και μαθηματικά αυτό που ήδη έδειξαν ότι θέλουν οι πολίτες. Δηλαδή μια ακόμα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Pour la gauche radicale Syriza, principal parti d'opposition, c'est la douche froide. Le parti de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras ne recueille que 20% des voix. Ο εκλογικός κύκλος, ωστόσο, δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Συνεπώς δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους την επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε σοκ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είδε τα ποσοστά του να καταραίουν και την πολιτική του πρόταση να απορρίπτεται από την κοινωνία. Εφόσον σε λίγες εβδομάδες οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές, το ερώτημα είναι τι μπορεί το κόμμα να πει, να προτείνει, ώστε να επαναδιεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. En troisième position, les sociodémocrates de PASOK récoltent près de 12% des suffrages et pourraient doubler leur nombre de sièges au Parlement. Comme chaque année, l'Europe est présente à Cannes et c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui est venu présenter au Palais des Festivals son bilan et dévoiler le Media Outlook, la boussole des interventions de la Commission pour les années à venir. Il y a 14 défis. J'ai présenté le Media Outlook, c'est-à-dire en fait un travail très approfondi qui a été fait par nos services, évidemment avec l'ensemble de la profession, pour voir les grandes tendances. Alors les grandes tendances, on les connaît, puis en tirer les conclusions. C'est évidemment l'émergence des plateformes, comment on se positionne par rapport aux plateformes. C'est évidemment la protection des droits intellectuels, qui est tellement important pour nous en Europe. Et croyez-moi, on y veille évidemment en Europe. C'est le financement. Donc comment accroître encore plus le financement? On fait déjà beaucoup et on a l'intention de continuer, évidemment.
14 films soutenus par le programme sont présents à Cannes et 4 concourent dans la compétition pour la Palme d'Or, dont l'enlèvement du maître italien Marco Bellocchio, l'histoire vraie d'un enfant juif baptisé de force par le pape au XIXe siècle. La storia è andata su tutti I giornali, ha fatto il giro del mondo, è arrivata fino in America. Suo figlio non è più ebreo, signora, è cristiano. Che figlio è? Nous sommes un État de droit, nous avons des valeurs, nous les partageons, c'est notre bien commun en Europe. Et c'est vrai que dans ce contexte, les industries du monde audiovisuel, au sens large, jouent un rôle absolument essentiel en Europe. On se le rappelle tous les jours du reste, du rôle essentiel qui est de protéger notre patrimoine intellectuel, j'allais dire, y compris à un moment où la guerre frappe notre continent en Ukraine. Les 3 autres films en compétition sont réalisés par des femmes. Les filles d'Olfa de Kauter Ben-Hania, Club Zero de Jessica Hausner et La Chimère d'Alice Rohrwacher, une histoire d'archéologie, de secrets et de vol d'antiquités étrusques. Ti sento. La Commission européenne prend donc en compte que le cinéma est un art et une industrie, en finançant de nombreuses coproductions européennes et en accompagnant les films jusque dans les plus grands festivals du monde. Il s'agit pour l'Europe de répondre à un marché extrêmement concurrentiel et en permanente mutation, tout en affirmant ses valeurs culturelles et artistiques, ainsi que son savoir-faire industriel et technologique. Au marché international du film, dans le palais des festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.